bonsoir. Donc nous enchaînons bien dans cette salle, contrairement à ce que je disais tout à l'heure. C'est bien ici que nous enchaînons sur le véhicule autonome, voiture connectée, mais surtout véhicule autonome. Quels sont les grands axes, les pistes et les parcours, ce qu'il y a de le dire, qui vont nous amener un jour au véhicule autonome? La précédente table ronde, j'étais peut-être à la conclusion, c'était de se dire que ça va quand même prendre des années. Et je disais, nous allons effectivement évoquer toute la problématique juridique, réglementaire, les assurances, la responsabilité. Mais nous allons commencer d'abord par définir qu'est-ce que c'est que l'industrie aujourd'hui du véhicule autonome, l'environnement de cette industrie du véhicule autonome. Et je propose que vous présentiez chacune, votre horizon aujourd'hui, hier, qu'est-ce qui vous a amené dans le véhicule connecté et autonome. Donc je commence par Madame, alors nous avons les noms, hein. Madame Oshuming Chagda, j'ai bien prononcé, voilà, à vous. Merci. Donc je suis Oshuming Chagda, je suis chercheur à l'Institut de Vedicom. J'étais chercheur je suis chercheur depuis 2004. J'étais d'avant au Japon et depuis 2012 je suis en France. Donc aujourd'hui, je suis chercheur et chef de projet à l'Institut de Vedicom. L'Institut de Vedicom, on travaille avec nos membres. On a 50 membres, incluant Renault, PSA, Valeo, Transdev, beaucoup d'acteurs dans le domaine de mobilité, véhicules électriques et véhicules autonomes et connectés. Donc, dans l'Institut, nous travaillons du coup pour développer différentes solutions, technologies pour le véhicule autonome connecté et dans son environnement. Environnement inclut la humaine, l'acceptabilité, l'aspect juridique et aussi dans l'infrastructure routière et en service incluant MAS, mobilité et service. Notre équipe, moi, je suis responsable d'une équipe où on développe différentes solutions pour la connectivité pour véhicules autonomes et non autonomes. Voilà, merci. Vedicom, juste pour préciser, c'est une société, c'est un cabinet de conseil, parce que vous dites les membres sont des industriels, c'est ça? Voilà, on a institut public-privé. Donc, on a 50 membres, membres d'industriels comme Renault PSA et aussi académiques comme Ingria, CEA, Université Télécom Paris-Tech, etc. Donc, on a à la fois côté, on travaille avec nos membres académiques et aussi nos membres industriels. Très bien. Monsieur Gérard Ségara, donc Vici. Oui, bonjour. Gérard Ségara, donc en fait, j'ai travaillé 30 ans chez Renault jusqu'en 2014. Les 10 dernières années, je les ai passées à la recherche Renault et puis à l'ingénierie véhicule, justement pour préparer le déploiement des systèmes connectés et des véhicules autonomes. En 2014, j'ai pris ma retraite et j'ai créé ma société Vici, Véhicule Infrastructure Coopérative Innovation. Et je me centre en fait sur les coopérations entre l'infrastructure routière et les véhicules partiellement automatisés et automatisés. Je fournis du conseil, mais j'essaye de développer un bureau d'études en fait pour développer des unités télématiques qui pourront être intégrées en fait dans, alors peut-être pas dans les voitures parce qu'on les a déjà aujourd'hui, mais dans d'autres systèmes automatisés comme les mini-drones qui peuvent avoir un rôle à jouer au niveau des systèmes de transport intelligents, mais également au niveau des piétons ou au niveau des cyclistes, par exemple ce qu'on appelle les vulnérables. Et on a besoin de petits boîtiers aussi pour essayer de protéger ces vulnérables des véhicules. Mais ça, on pourra en reparler au cours du débat. Donc, je suis ingénieur et chez Renault, j'ai occupé différents postes, des postes de management et des postes d'expertise, en fait. À Guyancourt, à la recherche, c'est ça? Oui, alors j'ai passé mes 10 dernières années à Guyancourt, là, donc au centre de recherche Renault, en fait, donc pas très loin d'ici. Très bien. Alors, le premier point, on va dire qu'on a découpé en 4 ou 5 sujets cette table ronde. Définition de périmètre, les contraintes, les robustesses au niveau de l'infrastructure, le poste de contrôle, poste de commande, qui est un point important, les contraintes de déploiement et les délais en termes de calendrier, on verra ça, la normalisation, les modes de communication et pour finir, voilà, pour finir les modes de communication.
Alors peut-être qu'on finira par la normalisation de la réglementation d'ailleurs. Je crois qu'on avait plutôt fait dans l'ordre là. Pour revenir au périmètre, l'environnement, chacun me dise un petit peu comment il voit le paysage. Les acteurs, on voit bien que c'est les constructeurs automobiles, mais on voit bien que tout autour, il y a tout un écosystème. Il y a même des gens qui sont dans l'intelligence artificielle, dans le logiciel. Voilà, Madame Chocdour. Chagdar, vous avez Madame Chagdar, pardon, vous avez le micro, allez-y. Comment vous voyez le paysage? Comment ça a peut-être changé aussi en 2-3 ans? Voilà, véhicule autonome est connecté. Véhicule autonome, véhicule connectivité. Théoriquement, ils sont connectivité autonome et automatisation. C'est dans deux technologies indépendantes. On peut parler véhicule connecté non autonome, véhicule autonome non connecté. Mais pour conduire, pour pouvoir conduire tout seul dans un environnement complexe, véhicule autonome, un peu obligé d'être connecté. Dès qu'il est connecté, il y a derrière beaucoup d'acteurs jouent. Véhicule connecté avec qui? Avec les autres véhicules, avec infrastructure. Du coup, avec infrastructure, ça veut dire derrière infrastructure routière ou la ville qui derrière joue. Et c'est peut-être véhicule en communiqué avec piéton, donc smartphone. Du coup, tout de suite derrière, opérateur de télécommunication rentre. Et l'intelligence nécessaire pour conduire un véhicule autonome, ça inclut tous les domaines de IT, information, sciences, etc. Après, interaction avec humaine, ça, la science humaine rentre. Donc, c'est un écosystème énorme, il y a des impacts partout. Beaucoup de contributions, travail, à l'intersection de beaucoup de domaines, je trouve. Et là, on parle de véhicules, j'allais dire terrestres, sur roues. Est-ce que dans PDCom, vous parlez aussi des véhicules, là, par exemple, les drones ou les hélicoptères drones? J'ai vu un prototype au Mondial de l'Automobile la semaine dernière. Airbus travaille sur un prototype aussi, entre le drone et l'hélicoptère tri ou 4 personnes. Est-ce que vous travaillez aussi sur ce type de véhicules volants, puisque là, on parle de voitures volantes? Aujourd'hui, non, mais on voit que c'est une évolution naturelle du véhicule autonome aujourd'hui qui conduit sur surface 2D, 2 dimensions. Éventuellement, un véhicule volant, c'est une évolution naturelle. Mais il y a plus de complexité derrière. Donc aujourd'hui, en tout cas, il faut travailler sur le véhicule autonome qui roule par terre. Ségara, le périmètre alors. Oui, alors le périmètre, en fait, il y a le véhicule et il y a les... Plus près de vous. Non, il faut parler très près. Oui. Donc le périmètre, il y a d'abord les constructeurs automobiles et leurs équipementiers. Hein, c'est les principaux acteurs. Si on n'a pas de véhicule, on n'aura pas de véhicule autonome. Donc c'est la première industrie qui est concernée, bien sûr. Mais le véhicule, comme le disait bien Oyuna, le véhicule autonome ne sera pas suffisant. Il faudra qu'il soit assisté dans certaines situations par l'infrastructure routière. Vous n'avez qu'à juste faire l'expérience vous-même. Hein, quand vous conduisez une voiture, il y a des endroits où c'est très difficile de voir ce qui se passe, les intersections, les hautes côtes, les virages, les choses comme ça. Ou quand vous êtes masqué par un bus ou un camion devant vous, vous ne voyez pas grand-chose en fait. Alors le véhicule autonome a beau avoir tous les systèmes de perception qu'il peut avoir, hein, des radars, des lidars, des caméras, etc. Il y aura des endroits où il n'aura pas suffisamment, il n'aura pas une perception suffisante pour rester autonome tout seul. Alors effectivement, l'infrastructure routière peut jouer un rôle important pour venir compléter, augmenter la perception du véhicule autonome. Et là, c'est là que les opérateurs routiers et leurs équipementiers routiers joueront un rôle intéressant en termes de fourniture de produits, ce qu'on appelle souvent des unités bord de route en fait. Hein. Des unités bord de route, ça peut être intégré bien sûr dans des feux de trafic, dans des panneaux de signalisation, etc. Mais c'est des petites choses qui vont se développer de façon importante pour compléter l'autonomie du véhicule dit autonome, en fait. Hein. Et bien sûr, il y aura d'autres acteurs importants. Il y aura en particulier les opérateurs télécoms qui veulent jouer un rôle essentiel dans ce domaine. Hein. C'est quand même un domaine stratégique pour eux, avec l'apparition de la 5G, par exemple. Donc, ils essayent de doter de la 5G de performances qui leur permettraient de faire ce qu'on appelle de l'évitement de collision. Hein. Ça, c'est un challenge important du véhicule autonome. C'est-à-dire qu'il faut que tout seul, il soit capable d'éviter les collisions avec les autres véhicules autonomes, mais aussi avec les véhicules à conduite humaine, parce que pendant longtemps, on aura un mixte de véhicules autonomes et à conduite humaine ensemble, et il faudra bien que le véhicule autonome sache se débrouiller de cette hybridation, en fait. Hein.
Donc, effectivement, les opérateurs de télécommunications joueront sans doute un rôle, en tout cas, ils veulent jouer un rôle important. La question va être liée aux performances du système et en particulier au temps de latence qui sont associés au réseau. Donc, ça, on pourra en reparler. Et bien sûr, il y aura d'autres acteurs importants tels que les centres de recherche, VDCOM, mais qui est un peu plus qu'un centre de recherche, c'est un centre d'innovation plutôt. Mais également tous les développeurs de logiciels, les applications, parce qu'il y aura de nouvelles applications qui devront être développées. Le système de navigation des véhicules autonomes sera différent de celui qui existe aujourd'hui. Il nous faudra des cartes numériques beaucoup plus précises, à 10 cm près. Il nous faudra des GPS ou des systèmes de positionnement beaucoup plus précis, etc. Donc il y a quand même d'autres acteurs, aussi bien en termes de composants, mais en termes de logiciels applicatifs. Alors, je reviens sur la même question. Véhicule volant, véhicule terrestre, est-ce que vous avez réfléchi ou vous êtes sollicité ou c'est encore autre chose, c'est de la fiction presque? Non, ce n'est pas de la fiction. Et je trouve d'ailleurs que... Alors, il y a déjà EADS qui a présenté une voiture volante. Il y a Uber qui a... Airbus, c'est ça, oui. Oui, Airbus. Il y a Uber qui a annoncé les premiers taxis volants pour 2022. Et il y a d'autres industriels qui se penchent sur la question. La société allemande que j'ai vue au mondial, c'est une société allemande basée à Oui, Munich. bien sûr, il y a d'autres sociétés allemandes, hollandaises et autres qui travaillent sur le sujet. Françaises aussi d'ailleurs. Il y a une société française à Toulouse qui développe des véhicules volants. Donc ça sera quelque chose qui va se développer en parallèle probablement avec les véhicules autonomes. Le véhicule volant sera aussi un véhicule autonome. Alors d'un côté, il sera plus simple parce qu'il n'a pas la contrainte des topographies de route à respecter. Il n'y a pas de topographie dans le ciel, donc il peut aller en ligne droite, sauf les contraintes qu'on aura, parce que toute la législation va nous donner des contraintes pour ne pas survoler les centrales nucléaires, pour ne pas survoler les aéroports, etc., voire les villes et des choses comme ça. Donc il y aura des contraintes qui seront données par la législation. Qui existe déjà pour l'aéronautique, mais ça sera sans doute allégé probablement. La problématique du véhicule volant, c'est surtout sa sûreté de fonctionnement. Sa sûreté de fonctionnement qui est déjà aussi très présente pour le véhicule autonome. Il faut qu'on ait des véhicules qui soient très sûrs, qui ne tombent pas en panne ou qui ne puissent pas être attaqués de l'extérieur, ce qu'on appelle la cybersécurité en fait. Donc, et pour le véhicule volant, ce sera encore pire probablement parce que si un véhicule volant tombe sur une voie quelconque, ça fera des morts supplémentaires. Donc, ce sera surtout la sûreté de fonctionnement et l'autonomie. Il y a un problème d'énergie et d'autonomie. Et là, à nouveau, il faudra avoir des batteries. Ça sera sans doute des véhicules électriques ou à pile à combustible, par exemple. Mais il faudra des autonomies beaucoup plus fortes qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, les mini-drones qu'on voit voler, ils ont un quart d'heure d'autonomie. Oui, c'est pas suffisant. Le prototype que j'ai vu, c'est 4 moteurs électriques avec une centrale d'énergie, je ne sais plus comment elle fonctionne, qui permet de régénérer, mais c'est 1 heure d'autonomie. Oui, voilà, donc aujourd'hui on est un peu léger au niveau de l'autonomie, donc il faudra développer tout ce qui est système énergétique pour pouvoir voler plus longtemps qu'1 heure en fait. Alors, il y a un sujet, un point, la relation véhicule, infrastructure routière, typiquement vous avez évoqué les feux, mais c'est des types RFID, c'est quoi? C'est des réflecteurs, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a comme équipement derrière? Vous avez parlé des équipementiers, le véhicule et la route. C'est des marqueurs, c'est des systèmes de marquage, c'est quoi le contexte? Il y a beaucoup de choses d'abord à concerner vous. Marquage, très important, marquage horizontal, marquage vertical sont très importants pour véhicules autonomes, pour connaître son environnement, pour suivre le voie correctement. Donc aujourd'hui, la route est pas prête pour ça. Notre côté, pour quel type d'équipement? C'est du réflecteur type visuel ou c'est électronique comme type RFID ou non, c'est pas aussi sophistiqué que ça? Premier temps, véhicule autonome doit cohabiter avec véhicule normal. Donc, je pense que toutes les panneaux visibles compréhensibles pour humains vont être utilisés pour véhicules autonomes également. Éventuellement, quand on rentre dans le monde, dans la période où il n'y a que véhicules autonomes, peut-être panneaux visibles, panneaux qu'on voit aujourd'hui, peut-être pas beaucoup de sens. Tout devient numérique. Donc là, derrière, technologie d'information et communication qui va jouer. Aujourd'hui, on a besoin, pour eux-mêmes, on a besoin de feux de trafic. Véhicule autonome va détecter des feux de trafic et aussi communiquer avec les feux de trafic pour savoir la phase de feu, quel est l'état de feu aujourd'hui.
demain ou quelques années, ou quand il n'y a pas de véhicule normal, ce n'est pas la peine d'avoir feu de trafic. On a besoin juste d'informer, gérer numériquement. Ah, effectivement, c'est vrai que c'est déroutant. Gérard? Oui, donc en fait, il y a effectivement ce que disait Oyuna, c'est-à-dire qu'il y a la signalisation horizontale, et en particulier toutes les lignes blanches ou en pointillés que vous avez. Donc ça, c'est détecté par des caméras en fait. Les caméras frontales que vous avez sur les véhicules maintenant sont capables de détecter ces lignes blanches, et on a déjà des applications, ce qu'on appelle le lane keeping, enfin rester dans la voie. Si le conducteur commence à s'endormir et à déborder sur franchir des voies continues, par exemple, automatiquement, il est réveillé par quelque chose. Donc les caméras frontales, elles servent surtout à ça. Par contre, les détections de bord de route, et c'est surtout les lidars en fait, qui se trouvent dans les bas de caisse des véhicules. C'est des petits lasers qui indiquent, par exemple, les trottoirs ou les objets qui se trouvent en bord de route et qui permettent de bien faire circuler le véhicule autonome. C'est du laser, c'est pas le radar de stationnement. Non, c'est pas les radars de stationnement. Les radars de stationnement, c'est de la radiofréquence. Alors que là, c'est du laser, donc c'est des ondes infrarouges ou ultraviolettes en fait. Qui balayent en fait les bas-côtés de la route pour guider le véhicule. Bien sûr, tout ce qui est horizontal, voire vertical, il y a des situations où le véhicule risque de ne plus les voir. Vous avez de la neige, vous ne verrez plus du tout les marquages horizontaux, des choses comme ça, même vers les trottoirs. Donc il faudra probablement doubler en fait, le système de navigation par une cartographie numérique très précise, de l'ordre de 10 cm près, parce que quand vous tournez dans une voie sur la droite, il ne faut pas que le véhicule déborde de plus de 10 cm, sinon il va sortir de sa voie et il risque d'avoir un accident avec le véhicule qui arrive en face. Donc effectivement, il faut refaire toutes les cartes de façon très précise et les compléter, parce que souvent les systèmes de navigation ne sont pas assez complets. Il y a des endroits qui ne sont pas cartographiés. Et d'un autre côté, il nous faut un système de positionnement très précis dans le véhicule. Alors, il y a Galileo qui est en cours de déploiement, qui va être déployé d'ici quelques années, 2 ans. Le GPS européen. C'est le GPS européen ou la constellation de satellites européenne, Galileo. Et Galileo devrait déjà accroître la précision de notre système de positionnement par rapport au GPS. On va arriver à 1 mètre ou quelque chose comme ça de précision. Par contre, Galileo sera augmenté par des systèmes terrestres, ce qu'on appelle plutôt le GNSS maintenant. Et là, effectivement, on aura une augmentation de la précision de Galileo par ces systèmes terrestres. Les unités bord de route, d'ailleurs, peuvent très bien aussi jouer un rôle. Au niveau de la normalisation, on travaille là-dessus, puisque les unités bord de route sont à des points fixes dont on connaît très bien la position. Elles peuvent très bien corriger un peu l'erreur qu'on fait quand on reçoit des signaux Galileo, en fait. Donc, ces systèmes de cartographie numérique précise et de positionnement précis viendra compléter, en fait, tout ce qui est marquage horizontal et vertical. Vous avez dit GNSS GNSS. D'accord. Bon, peu importe, c'est GNSS en global. C'est un peu une augmentation des systèmes GPS ou Galileo ou GLONASS, par exemple, qui est le système russe, par des données terrestres qui viennent corriger les erreurs qu'on reçoit des satellites. Ça a à voir avec les bornes de l'IGPN, par exemple, ou pas forcément? Les bornes avec le repérage cartésien, enfin cartographique, non? Non, pour l'instant, mais je pense que ça pourrait très bien converger à court terme, oui. Madame Chagdar, d'autres précisions sur l'environnement? Est-ce que sinon on passe aux contraintes? Si, il y avait une question, c'est quelle est la limite entre... Oui, c'est ça, on avait en introduction toujours le véhicule connecté, le véhicule autonome, on le disait tout à l'heure, le véhicule autonome, c'est celui qui n'aura pas de chauffeur du tout. Mais avant d'y arriver, on va avoir des process. On avait tout à l'heure évalué qu'il y avait 5 niveaux. Vous pouvez peut-être nous confirmer ça. Il y a 5 étapes. Donc pour vous, le véhicule autonome, il est quoi exactement? Il y a 6 étapes, 6 niveaux de véhicule autonome. Niveau 0, partir du niveau 0 jusqu'au niveau 5. Donc 0, ce n'est pas du tout autonome. Aujourd'hui, les véhicules sont plutôt niveau 2. Partir du niveau 3, on peut considérer ces véhicules autonomes. Niveau 3, les véhicules peuvent conduire tout seuls, mais ils demandent prise en main au conducteur quand la situation est compliquée, comme à l'intersection, etc. Il ne peut plus gérer la situation, le conducteur doit prendre la main. Donc, le conducteur est toujours responsable.
partir de le niveau 5, le véhicule pour conduire tout seul dans un environnement qu'il a appris. Il connaît l'environnement. Il n'y a plus de commande, c'est ça? Il n'y a plus de commande, mais il peut déjà il peut conduire dans un environnement, il connaît déjà, il sait déjà. Par contre, niveau 5, il doit conduire n'importe où. Un véhicule de France, aujourd'hui il roule dans Paris, demain il pourra rouler à New York ou Tokyo, il n'a jamais roulé avant, il arrive de rouler. Ça c'est niveau 5. Ça c'est un véhicule autonome, vrai autonome, c'est là. Là où humain n'est rien à faire là-bas. Donc, pour le... Gérard, tu vas ajouter quelque chose sur ça? Sur les niveaux de classification? Oui, bon, il y en a bien identifié les 5 niveaux, en fait, plus le niveau 0. Mais le niveau 0, ça veut dire qu'on n'a pas du tout d'automatisation, en fait. Hein, c'est les anciens véhicules qui roulent maintenant. Mais c'est de 1 à 5, en fait, c'est les Américains, c'est le SAE, en fait, hein, classifié, qui a donné ces 5 niveaux qu'on suit maintenant. Alors, en fait, les constructeurs, ils sont déjà dans des niveaux de 1 à 3 parce que c'est progressif. C'est-à-dire que sans arrêt, on rajoute, par exemple, des systèmes électroniques qui automatisent de plus en plus le véhicule. Hein, l'ACC, par exemple, ce qu'on appelle l'Active Cruise Control, ça veut dire que le véhicule va rester à une certaine distance minimum du véhicule qui est devant. Et tout seul, vous pouvez à ce moment-là commencer à lâcher le volant et le véhicule va suivre le véhicule de devant tout seul. Hein, il va garder sa distance. Alors le problème de l'ACC aujourd'hui, c'est que s'il y a un véhicule qui vient s'intercaler, automatiquement, il faut quasiment que le véhicule ralentisse et découvre la distance, etc. Donc on est en train de travailler sur ce qu'on appelle le coopérative ACC, par exemple, où effectivement les véhicules qui sont en avant nous informent de leur variation de vitesse, qui nous permet de rouler plus près en fait des véhicules qui sont devant nous, parce qu'on saura plus tôt quand il y aura une variation de vitesse du flot de circulation en fait. Hein. Donc tout ça, ça se déploie progressivement et on voit bien qu'on va progressivement vers ces véhicules automatisés, vers le 1, 2, 3 en fait. Le lane keeping, par exemple, c'est pareil, rester dans la voie, c'est déjà aussi une amélioration qui nous permet d'aller vers le véhicule automatisé. Donc c'est des choses qui vont se faire progressivement. Alors, il n'y a que le 4 et 5 où, effectivement, là, on peut être complètement autonome, sans conducteur dans la voiture. Par contre, il faudra que ces véhicules soient supervisés à distance. Et c'est là, par exemple, que les réseaux cellulaires, 4G, 5G, vont être absolument indispensables. Venir, oui. Parce qu'on aura un superviseur qui monitorera en permanence les véhicules de niveau 4 ou de niveau 5, de façon à ce qu'il, s'il arrive quelque chose, hein, un aléa imprévu, automatiquement, on sache s'en sortir. Parce que quand on n'a plus de conducteur, si vous avez des gens qui ne savent pas du tout conduire, ils ne pourront rien faire pour résoudre le problème, en fait. Hein. Est-ce que je peux acheter aujourd'hui les véhicules les plus évolués qui sont réglementés pour pouvoir circuler? On est au niveau 2, on n'est pas encore au niveau 3, on est au niveau 2 et 3? Oui, non, mais oui, même pas tout à fait au niveau 3, on doit être entre le 1 et le 2. Hein. C'est un peu difficile après à classifier. Alors, il y a les constructeurs comme BMW, mais même d'autres, Renault, etc., qui commencent à annoncer des véhicules partiellement automatisés pour certains environnements, comme l'autoroute, par exemple. Quand le flot n'est pas très rapide, vous roulez à 30 km/h, là, vous pouvez lâcher le volant et laisser le véhicule se débrouiller tout seul. Hein. Là, on est quasiment presque au niveau 3. Le véhicule vous redonne la main automatiquement quand on dépasse une certaine vitesse ou quand on n'a plus une perception suffisante, en fait. Hein. Donc, on commence à aller vers ces niveaux de 3 avec les véhicules qui vont apparaître en 2020. Les constructeurs commencent à annoncer des véhicules partiellement automatisés. Ça sera ce type de véhicule, quoi, en fait. Hein. Mais ça sera surtout sur un environnement autoroutier qui est le moins complexe, en fait, à gérer. Bon, c'est très concret, merci. Alors, venons effectivement aux contraintes d'infrastructure. Vous avez dit tout à l'heure la latence. On espère que la 5G sera là. Mais c'est quand même pas réglé tout ça, parce que prenons simplement la 5G telle qu'elle est annoncée, LTE, 4G, 5G, sont très proches en plus. Il y a la problématique, par exemple, de la cellule. Si une cellule en ville, c'est là où il y a le plus de risque de saturation de la cellule radio. Si mon véhicule n'a pas priorité sur la fréquence radio, je perds la connexion. Il y a ça à régler, ne serait-ce que cela, non? Donc pour le véhicule autonome, on peut imaginer différents types d'applications. Premièrement, l'application qu'on a aujourd'hui, on a besoin d'informations pour savoir l'état des trafics. Quand on a l'application Waze,
Dans ces cas-là, on n'a pas besoin de 5G, on peut réseau cellulaire pour bien jouer rôle. Deuxième type, c'est là plutôt pour les applications, pour la sécurité routière. Là, ici, véhicules besoin de communiquer entre eux. On a aujourd'hui une technologie standardisée, c'est la technologie Wi-Fi véhiculaire, qui peut jouer un rôle important, mais sauf que quand le densité de trafic est très élevée, devient compliqué. Troisième... Et la vitesse de déplacement aussi. C'est-à-dire que le Wi-Fi fonctionne jusqu'à une certaine vitesse, mais non ? Je sais qu'il y a des expérimentations à l'aéroport de Paris, à monter jusqu'à 100 km/h pour faire du Wi-Fi. C'est pas le même Wi-Fi. Wi-Fi véhiculaire. D'accord, c'est un autre. Wi-Fi dédié pour communication entre véhicules et véhicules infrastructure. Donc ça fonctionne bien, sauf que quand la densité de trafic est très élevée, devient compliqué. Mais les applications pour la sécurité routière, elles exigent une latence jusqu'à 100 millisecondes, on peut dire. 80-90% de fiabilité. L'application plus compliquée, c'est l'application de véhicules autonomes. Communication est utilisée pour contrôler les véhicules. Là, on a besoin probablement la latence moins que quelques millisecondes, fiabilité presque 100%. On n'a pas de technologie aujourd'hui. La 5G, il promet des choses. On verra. On verra bien comment on arrive. Là, jusqu'à là, je pense que conduire un véhicule à distance, aujourd'hui, est un peu compliqué. En fait, ça dépend beaucoup de l'application. Hein, et si on parle, par exemple, de l'évitement de collision, c'est l'application qui est la plus complexe, en fait, qui demande le plus de performance. Là, on est à un temps de latence de bout en bout, hein, pas seulement télécom, mais global, de l'ordre de 10 millisecondes à peu près, hein, de temps de réaction. Donc, effectivement, le réseau cellulaire est peu probable. Alors, effectivement, les opérateurs de télécommunications nous demandent, prétendent qu'ils sauront le faire avec la 5G, mais effectivement, il faudra qu'ils le fassent dans toutes les situations, partout d'ailleurs en Europe, hein, parce qu'aujourd'hui, les réseaux cellulaires sont déployés en fonction de la densité de population, en fait. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas déployés dans les petits villages ou dans les zones où il n'y a personne. Donc, par contre, il faudra que ce soit déployé partout, hein, en Europe. Et il faudra aussi que la communication véhicule pour faire de l'évitement de collision soit prioritaire sur les autres flux. Aujourd'hui, c'est plutôt les téléphones qui sont prioritaires. Hein, donc, il faudra changer complètement les systèmes de priorité. Mais en fait, comme on le disait tout à l'heure, il existe aujourd'hui ce qu'on appelle le G5, à ne pas confondre avec la 5G. Le G5, c'est effectivement un système de communication local, ce qu'on appelle un local ad hoc network, en fait. Hein, c'est un réseau local. Qui a une portée d'à peu près 1 km autour du véhicule, donc ça suffit. C'est-à-dire qu'en fait, pour faire de l'évitement de collision, c'est un problème local. C'est pas un problème. Il n'y a pas besoin d'aller à Chicago pour faire un évitement de collision à Paris, par exemple. Hein. Parce que si on parle de cloud, par exemple, le cloud, on ne sait pas où se trouvent les serveurs. Hein. Ils peuvent être n'importe où au niveau mondial, hein, ou à Beijing, en Chine, etc. Alors, pour faire de l'évitement de collision, c'est un problème local. Donc, effectivement, avec le G5 qui se déploie, on a aujourd'hui les produits, les cartes électroniques, etc. On peut faire. C'est en forme de Wi-Fi, c'est du Wi-Fi. Alors c'est du Wi-Fi, c'est la norme 802.11p qui a été développée par l'I3E. C'est du Wi-Fi étendu. Alors il est étendu en termes de portée, parce que le 802.11n ou ABG que vous utilisez chez vous, par exemple, il a une centaine de mètres de portée, alors que là, le P a à peu près 1 km de portée. On a même fait des tests au-delà du kilomètre. Mais en plus ça, il n'y a pas d'effet Doppler ou de choses comme ça qui réduit justement. Et en vitesse, on l'a testé. En vitesse justement, en vitesse justement, il n'est pas limité en vitesse. Hein. Il y a eu des essais qui ont été faits à plusieurs centaines de kilomètres/heure, hein, parce qu'il y a un système de filtrage et de restauration du signal qui est supérieur à celui du Wi-Fi classique en fait. Hein. Donc ce système de communication qu'on appelle G5, qui est un réseau local véhiculaire, en fait. Ça nous permet de faire des communications véhicule-véhicule, ce qu'on appelle du V2V. Hein, vous verrez souvent cette expression V2V, ou des communications V2X, parce que c'est plus tellement véhicule-véhicule, mais c'est véhicule-infrastructure aussi.
hein, ou véhicule piéton, par exemple. Hein, les Japonais appellent ça du VTUP. Hein, donc mais c'est des communications directes, donc qui ont un très faible temps de latence. Hein, c'est une milliseconde. Hein, alors ça utilise aussi la diffusion, c'est-à-dire quand vous envoyez un message, vous diffusez le message, et tous les véhicules qui sont dans un kilomètre de portée reçoivent le message en même temps. Donc vous n'avez pas à adresser les véhicules les uns derrière les autres, il n'y a pas de problème d'adressage, c'est de la diffusion. C'est du broadcast, donc ça va très vite. Ça va très vite, vous adressez tout le monde d'un seul coup, et au niveau des véhicules, les véhicules font un contrôle de pertinence. Est-ce que le message que je reçois est pertinent pour moi? Et s'il est pertinent, bien sûr, ils l'utilisent. Alors bien sûr, on a eu ces messages sont normalisés, parce qu'il faut que ça interopère entre tous les véhicules et toutes les infrastructures routières. Donc il y a des normes qui ont été publiées, des normes qu'on appelle EN, European Norms, et qui sont utilisées maintenant pour ces véhicules. Alors, est-ce qu'on va revenir sur l'actualité? L'accident qui s'est produit, je crois que c'est un véhicule Uber, c'est l'évitement qui ne s'est pas fait, ou qui s'est peut-être fait, que vous avez eu le temps d'analyser. Alors moi, j'ai la dernière version, je ne sais pas, vous allez me confirmer ou m'infirmer, c'est que le véhicule autonome, presque autonome, hein, a bien détecté qu'il y avait une passante qui allait déboucher sur la route devant le véhicule. Il a passé la commande, il a passé l'alerte, et c'est le conducteur qui aurait dû intervenir et qui n'avait pas le temps de le faire matériellement. Est-ce que c'est ça la version dernière de l'enquête ou pas? Ou c'est encore en cours l'enquête? Oui, je crois bien. Du coup, vous voyez le accident de Uber, accident de Tesla, etc. La plupart des accidents, ces véhicules ne sont pas connectés. Ils ne communiquent pas avec l'infrastructure, etc. Et la plupart des accidents, à cause de la problème de perception, soit ne pouvaient pas détecter, ou soit détecter, mais c'était trop tard. Là, il semble qu'il a détecté, il a vu arriver quelque chose de la droite, qui venait en collision, route de collision comme on dit en bateau, mais ça s'est fait très très vite puisque c'était un pas d'écart ou deux pas. C'est ça, ça montre la limite de perception, la limite des capteurs, parce que si on n'arrive pas à détecter, ça peut-être côté perception, analyse, pas très bien fonctionné, mais détecter, mais c'était trop tard, trop tard. Ça veut dire la couverture des capteurs. Il y a énormément de limitations pour les capteurs. Couverture, en termes de couverture, en termes d'angle de vue. Il est aussi pour être sensible. S'il pleut, il fait noir, etc. Marche plus, la caméra marche plus. Donc là, en fait, on était à la limite technique parce que peut-être que tout simplement le zéro accident ne va pas exister. C'est-à-dire que typiquement là, même si le véhicule avait pu freiner, il est peut-être freiné 1 mètre trop tard. Voilà. Parce qu'il avait 2 mètres pour freiner. S'il était à 40 km/h ou 30 km/h, je crois que ce problème est là en fait, non? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on travaille avec on travaille avec véhicule autonome. Il y a des couvertures de capteurs 100 mètres, mais couverture de perception à peu près 50 mètres. Avec, du coup, véhicule autonome non connecté, c'est compliqué. Il est compliqué, obligé d'être très basse vitesse ou dans un environnement simple, ok, peut-être, mais sinon, il est obligé d'être connecté pour avoir information, pour anticiper la situation. Là, c'est pour ça, véhicule autonome est un peu obligé de connecter. Peut-être pas l'autre sens. Véhicule connecté, peut-être pas obligé d'être autonome. Il y a encore un petit peu de chemin à faire. Oui, moi j'avais pas cette version-là, mais enfin je pense que chacun essaye après de défendre sa chapelle là, pour pas porter la responsabilité. Moi j'avais la version comme quoi ils n'avaient pas analysé correctement la personne avec son vélo parce que la personne était descendue de son vélo. Hein, alors effectivement, devant un véhicule, on peut avoir des tas de choses qui apparaissent, on peut avoir des feuilles qui volent. Hein, et dans ce cas-là, il ne faut pas déclencher un freinage d'urgence quand vous avez des feuilles qui volent devant le véhicule. Donc moi, la version que j'avais, c'était au niveau de l'analyse de forme, ça ne s'était pas bien passé. En fait, maintenant, on utilise beaucoup des réseaux de neurones, d'ailleurs, hein, pour pouvoir analyser les formes des piétons ou des gens qu'on a devant nous, des obstacles qu'on a devant nous, et aussi les mouvements. Hein, il y a la forme et le mouvement qu'il faut analyser. Et si on ne l'analyse pas bien, parce que normalement, c'est des caméras en fait, qui font ces analyses, ça peut être des caméras thermiques pour pouvoir fonctionner la nuit. C'est des caméras qui font ces analyses, et normalement, elles ont une portée au moins d'une centaine de mètres. Alors, soit effectivement, la personne avait été masquée, et ça c'est possible, par un véhicule, par exemple, au moment où elle a commencé à traverser, et le véhicule ne l'a pas vu. Il l'a vu trop tard, comme disait Oyuna,
et il n'a pas eu le temps de freiner. Mais il ne peut certainement pas repasser la main au conducteur, c'est complètement ridicule, parce que si le véhicule autonome n'a pas la capacité de faire un freinage d'urgence pour éviter l'accident, ce n'est pas le conducteur qui l'aura. Hein. Le conducteur, il a au moins 0,5 secondes à 1 seconde de temps de réaction, plus après le temps de freinage. Donc c'était de toute façon une mauvaise stratégie s'il devait repasser la main au conducteur. Hein. Un véhicule autonome, il doit être capable de s'arrêter. Et aujourd'hui, on commence à voir d'ailleurs des véhicules commercialisés. Volkswagen a fait des annonces il n'y a pas longtemps où on a ce qu'on appelle le freinage d'urgence, hein, qui est déclenché automatiquement dès que la caméra voit un piéton devant elle. Hein. Donc, la stratégie n'est pas de repasser la main au conducteur. La stratégie, c'est dès que vous voyez un piéton devant vous, et normalement, vous devez le voir à temps à une certaine distance. Hein. Ces caméras, elles ont au moins 100 mètres de portée. Donc, vous avez au moins les 3 secondes, même si vous allez assez vite, vous avez au moins les 3 secondes qu'il faut pour arrêter votre véhicule et éviter de renverser le piéton. Mais ce que j'avais en tête, moi, c'est qu'ils n'avaient pas reconnu en fait la femme avec son vélo parce qu'elle était descendue de vélo et c'était une forme qu'ils n'avaient pas du tout mémorisée au niveau de leur système, quoi. Très bien. Alors, on a évoqué les modes de communication. Peut-être qu'on va revenir un petit peu là-dessus. On a évoqué le 5G et le G5. On a bien noté. Il y a une question toute bête, c'est la répartition des investissements entre l'infrastructure routière et les constructeurs automobiles, voire le responsable de la flotte. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on a une idée où vont être les investissements les plus lourds? Question qu'on avait un petit peu évoquée, je ne sais pas si... Je pense que d'abord, il faut préciser une chose. Wi-Fi véhiculaire au G5 va être utilisé pour le spectrum de 5.9 GHz qui est alloué pour les applications de sécurité routière. Donc, il n'y a pas de paiement derrière. Dès que le service est pour l'évitement d'accidents, pour la sécurité routière, il n'y a pas de paiement. Maintenant, la 5G, il y a deux niveaux de technologie. 5G V2V en train d'être standardisé. Pas encore là. Il y a 4G V2V est déjà standardisé. Ces technologies-là, si les applications est pour des évitements d'accidents, on peut bien utiliser 5.9 GHz. Là, il y a une complexité derrière, parce que 5.9 GHz, on a 50 GHz de la bande. Les deux technologies ne peuvent pas utiliser le même canal. Donc là, comment coexister deux technologies sur la 5.9 GHz? Ça, c'est une question très compliquée qui est un peu en train de retarder le déploiement. Par contre, 5G pour V2N, on appelle véhicule et réseau. Là, il y a opérateur routier pour jouer le rôle. Pour ça, par contre, opérateur routier a besoin de trouver un modèle business derrière. Peut-être pas la sécurité routière, on verra. Par contre, il y a plein de services intéressants pour eux pour utiliser. Sur les autoroutes, on peut imaginer que ça soit un complément, c'est ça typiquement. Sur les autoroutes, il y a déjà un péage, il y a déjà des puces, on peut imaginer que ce soit un complément, un service complémentaire avec un surcoût en option, c'est ça? Oui, aujourd'hui, l'opérateur routier, les services d'évitement des accidents, c'est dans le cœur de leur business. C'est important pour eux, pour éviter accidents sur leur route. Donc aujourd'hui, opérateurs routiers en France, en tout cas, ils ont un réseau très, très mature entre infrastructures routières et entre leurs gestionnaires. Il y a deux systèmes centraux. Maintenant, dernière connectivité entre véhicules et infrastructures routières, on peut bien imaginer Wi-Fi véhiculaire G5. Et il y a déjà dans le projet Scoop, il y a 200 km de route. Il est déjà équipé avec Wi-Fi cellulaire. Opérateur routier, je crois, en Autriche, ils ont décidé de déployer. Scoot, vous pouvez nous redire qu'est-ce que c'est le projet Scoot? C'est plusieurs constructeurs, c'est ça? Dans le projet Scoop, il y a aujourd'hui une vingtaine de partenaires.
je pense, de 18 partenaires, je crois. Français, côté France, oui. Scoop France, oui. Et inclut constructeurs automobiles, opérateurs routiers, et la ville, etc. Voilà. Donc, il y a d'activités pour déployer. Et par contre, donc la service pour la sécurité routière, c'est le cœur de business des opérateurs routiers. Maintenant, pour les opérateurs de télécommunications, c'est une autre histoire. Quel est leur business model, voilà, pour véhicules connectés. Pas de commentaire, Gérard? Oui, donc il y a l'investissement pour les constructeurs automobiles. Le véhicule automatisé, ça va être développé par les constructeurs automobiles. Hein. Ils investissent tous là-dedans. Quand j'étais chez Renault, on tablait sur 30 à 40% d'augmentation en fait, hein, de la valeur du véhicule. Alors, cette valeur sera payée par le client, hein, de toute façon, je pense. Mais ça, c'est quand il y aura une production de masse aussi. Hein, c'est pas pour les premiers prototypes. Hein. Par contre, effectivement, au niveau de l'infrastructure routière, on a un peu de mal à avoir une enveloppe budgétaire. Ça va dépendre des endroits où on va installer ce qu'on appelle des unités bord de route. Donc, on doit les installer dans des endroits où la situation est critique en termes de perception pour le véhicule. C'est-à-dire quand le véhicule ne voit pas bien, il n'a pas une bonne perception de l'environnement, il faudra l'assister par une unité bord de route. Et effectivement, il faudrait qu'on fasse une sorte de point global sur combien il en faudrait en France, par exemple, ou en Europe, pour satisfaire ces besoins d'augmentation de la perception. Sur quel lieu? Vous voulez dire des points noirs ou Oui, c'est des points critiques. Alors, ça peut être les points noirs, les endroits où, effectivement, la perception, alors c'est un peu ce que je citais, il y a les intersections. Les intersections, c'est très compliqué, surtout quand l'intersection est un peu masquée par des camions qui stationnent ou par des buildings, des choses comme ça, ou des arbres. Le véhicule, il ne voit pas grand-chose, en fait. Hein. Mais il y a aussi les hautes côtes. Quand vous arrivez au haut d'une côte, vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière, en fait. Hein. S'il y a un piéton qui traverse, vous ne le voyez pas. Hein. Il y a les virages, les grands virages, les choses comme ça. Il y a aussi les arrêts de bus. Enfin, il y a tous les endroits où la perception est masquée par un bus ou par un camion, des choses comme ça, en fait. Hein, donc il faudrait un petit peu répertorier tout ça et estimer combien ça coûte. Alors, unité bord de route, ça peut ne pas coûter très cher. En fait, c'est plutôt l'installation qui peut coûter cher, sauf si elles sont déjà intégrées dans le mobilier routier, hein, dans les luminaires, dans les feux de trafic, etc. Et dans ce cas-là, pour une voiture, une unité bord de route, c'est la même technologie, c'est à peu près la même chose. Donc ça coûte à peu près 50 € prix de revient pour le constructeur et ça sera vendu 100 ou 150 € après quand ça sera intégré dans la voiture, quoi, hein. Donc c'est quand même pas des prix exorbitants. Alors par contre, ça peut aussi remplacer pas mal de choses. On peut gagner hein, sur, par exemple, ce qu'on appelle les PMV, les grands panneaux à message variable pourraient complètement disparaître. Hein, les boucles de courant pour compter les voitures pourraient complètement disparaître parce que les véhicules deviennent ce qu'on appelle des véhicules sondes. C'est-à-dire qu'elles diffusent en permanence, toutes les 100 millisecondes, elles diffusent des messages standards, donnant beaucoup d'informations à l'environnement. Donc il suffit de capter ces messages standards et ça remplace ces boucles de courant. Les panneaux, tous les panneaux qui sont en bord de route et les feux de trafic, c'est ce que disait Oyuna, quand on n'aura que des véhicules automatisés, on n'aura plus besoin de feux de trafic, on aura des agents virtuels en fait. Hein. C'est-à-dire que les unités bord de route diffuseront les informations aux véhicules automatisés qui, lui, exécutera après ses manœuvres en fonction des instructions qu'il recevra. Hein. Donc d'un côté, il va y avoir des coûts et progressivement, il va y avoir des gains aussi. Donc c'est un peu difficile quand même, hein, l'équation économique est un peu difficile à définir. Très bien, je vois que le temps court et que c'est passionnant ce sujet. On a déjà 45 minutes, donc préparez des questions hein, dans la salle. On va se garder quelques minutes, mais on n'a pas fini de dérouler. Mais, alors, parce qu'il y a le point important de la réglementation, je pense qu'on a bien parlé des contraintes de l'environnement, de l'infrastructure. Le poste de contrôle, le poste de commande, on avait évoqué ça aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un débat là-dessus? Il y a la question de l'impact. Non, c'était à qui on délègue le poste de contrôle. Non, c'était ça la question. Je ne sais plus. Il y a un débat là-dessus entre le fait que le constructeur, non, c'est dans la responsabilité. Non, c'était plutôt la connectique machine-to-machine, l'héritage. Ah oui, c'était ça la question. Le machine-to-machine, est-ce que ça nous a aidé dans le véhicule autonome? Non, pour l'instant, le M2M, aussi, ce qu'on appelle l'IoT aussi, l'Internet of the Things. Hein, donc effectivement, là, on peut considérer que les véhicules feront un peu partie de l'Internet.
Le problème qu'on a, c'est que c'est des choses qui sont développées en parallèle et ils ont du mal à se causer. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on a effectivement d'un côté ce qu'on appelle les ITS, Intelligent Transport System, ou le système de transport intelligent, le M2M qui travaille séparément, et puis l'IoT qui travaille séparément. Il y a quand même des tentatives au niveau de normalisation d'essayer de faire converger un peu tout ça. Parce que quand on fait du M2M, par exemple, la communication véhicule-véhicule ou véhicule-infrastructure, c'est du M2M. C'est bien des machines qui communiquent, qui coopèrent entre elles. Hein. Donc, petit à petit, ça commence à s'intégrer quand même. Mais... C'est ça le sujet, oui. Voilà. Oui, là encore, on voit bien qu'il y a encore un petit peu de délai qui vont se passer, quoi. Ça ne va pas être tout de suite non plus, quoi. Il faut encore un petit peu de temps. Et alors ensuite, il faut bien conclure, mais c'était le point très important qui a été abordé précédemment débat, c'est la normalisation, la réglementation, la responsabilité. Alors on a parlé des standards techniques, on a parlé des standards de I3E même pour la communication, mais au niveau européen, sur l'automatisation, véhicule automatique, où est-ce qu'on en est? Il y a l'ETSI, il y a le CEN, quels sont les grands standards qui sont en cours et qui ne sont pas encore là? La LETSI, dernière dizaine d'années, on a beaucoup travaillé sur le norme pour la communication, surtout pour la sécurité routière et la fluidité du trafic. Donc, il y a de couches architecture et standardisées. Les différents types de messages, formats de messages sont standardisés. Et on a des standards assez matures. Maintenant, aujourd'hui, beaucoup d'efforts pour les applications de véhicules autonomes et la 5G en cours. Voilà. Oui, en fait, il nous faut des nouveaux messages et en particulier, ça va dépendre comment on va répartir l'intelligence en fait, entre le véhicule et puis l'infrastructure routière. Voir les serveurs qui peuvent être ce qu'on a. Alors maintenant, les opérateurs télécoms, ils ont plus l'approche cloud pour ça parce qu'ils se disent le cloud c'est trop compliqué et on n'aura pas les temps de latence. Donc ils ont une approche edge, c'est-à-dire sur le bord en fait. Périphérie. Du cloud. Oui, sur la périphérie du cloud. En fait, c'est un peu leur approche edge et un peu la même approche qu'on a au niveau de l'infrastructure routière, c'est-à-dire que c'est une espèce d'infrastructure routière cellulaire en fait. Hein. Donc effectivement, il y a, en fonction de l'intelligence, parce que l'évitement de collision, il y a plusieurs fonctions nouvelles qui apparaissent. Il y a par exemple l'analyse de risque. Est-ce qu'on a un risque de collision entre deux ou n véhicules? Et après, il y a la stratégie d'évitement de collision. Hein. On peut éviter une collision en ralentissant les véhicules, par exemple, l'un ou l'autre, ou les deux. Mais aussi, on peut éviter la collision en faisant un changement de trajectoire ou en évitant qu'un véhicule double au mauvais moment, des choses comme ça. Donc, ce sont des nouvelles fonctions et ces fonctions peuvent être distribuées, peuvent rester dans le véhicule, peuvent être distribuées au niveau de l'infrastructure, voire au niveau d'un serveur dans le edge, en fait, au bord du cloud, en fait. Hein. Donc, l'intelligence qu'on va mettre dans le système et aussi les données qui vont être associées va conditionner un petit peu la normalisation, c'est-à-dire quel type de message on a. Ce n'est pas les mêmes messages qu'on aura quand on dit... on augmente la perception du véhicule en lui donnant des informations sur est-ce qu'il y a un piéton qui traverse et qui est masqué par un bus ou des choses comme ça. C'est de la perception augmentée. Ou si au contraire, l'infrastructure développe une stratégie d'évitement de collision, par exemple. Et pour le véhicule complètement automatisé, qui n'aura plus de conducteur, il devra être supervisé. Et donc, effectivement, le superviseur devra être capable d'agir à distance sur le véhicule si le véhicule a un comportement complètement anormal. On ne va pas le laisser tuer des gens s'il a un véhicule anormal. Donc, effectivement, on va se retrouver avec la problématique d'envoyer les bons messages au véhicule et de façon sécurisée, parce qu'il ne faut pas qu'un attaquant puisse utiliser ces messages pour exploiter, pour agresser en fait, des personnes. Donc, il y a toutes ces questions qui se posent au niveau normalisation et au niveau réflexion. Mais c'est très lié à la sûreté de fonctionnement du système, en fait. Hein. Oui, et on reboucle sur la problématique commande, poste de contrôle. Qui prend le contrôle, le commande? Et alors, directement lié à ça, c'est effectivement la responsabilité vis-à-vis des compagnies d'assurance, puisqu'on a dit souvent, est-ce que les compagnies d'assurance voient ça d'un bon œil ou pas? Et en cas de collision, alors c'est une question classique maintenant, qui est responsable? C'est l'éditeur du logiciel, c'est le constructeur du véhicule qui a installé le véhicule, le logiciel sur le système, ou est-ce que c'est le conducteur? Donc en fait, il y a des actions actuellement pour revoir ce qu'on appelle les accords de Vienne et de Genève,
hein, qui définissait la responsabilité au niveau d'accident et en particulier la responsabilité incombée normalement qu'au conducteur jusqu'à maintenant. Bien que déjà les voitures aient des éléments automatisés. Quand vous prenez l'ESP ou l'ABS ou des choses comme ça veut dire que le véhicule agit déjà en fait sur lui-même, hein, pour éviter soi-disant l'accident. Donc effectivement, les accords de Vienne et de Genève vont être revus et on va distinguer la responsabilité du conducteur ou la responsabilité du constructeur. Hein, parce que quand on est complètement automatisé, on ne peut pas faire porter au conducteur, surtout qu'il n'y aura plus de conducteur, la responsabilité d'un accident. Hein. Donc effectivement, ça sera le constructeur. Alors le constructeur, bien sûr, pourra se retourner sur son équipementier, hein, en disant c'est de votre faute, vous avez mal conçu le véhicule, etc. Hein. Mais il va falloir trancher entre les deux. Alors en niveau 3, par exemple, quand vous repassez la conduite au conducteur, il faut que vous vous assuriez que le conducteur a les capacités, c'est-à-dire a la vigilance suffisante pour reprendre correctement la conduite du véhicule. On ne peut pas lui dire « Ah, je vois un accident, je perds ma perception, je repasse la responsabilité au conducteur et il doit automatiquement être capable d'éviter l'accident. » Le conducteur peut être en train de lire un magazine ou assoupi, endormi. Voilà, exactement. Mais normalement, au niveau 3, le conducteur doit rester vigilant. Il n'a pas le droit de faire autre chose que de se préparer à reprendre la conduite. Bon, ça va avoir des impacts sur le permis de conduire, bien sûr. Il va falloir légiférer, tout ça. Donc cette transition au véhicule automatisé conduite humaine est très critique. Alors effectivement, la France, mais l'Allemagne aussi, sont partis vers l'idée de mettre une boîte noire, en fait, dans les véhicules, hein, de façon à mémoriser les 30 secondes avant l'accident et puis quelques secondes après, pour essayer d'identifier quelle est la part de responsabilité du constructeur et du conducteur. En fait, j'imagine qu'on est dans le modèle de l'aviation. Quand on a des enquêtes sur des accidents d'avion, voilà. On réunit toutes ces questions-là, non? Donc il y a déjà des gros dossiers qui existent depuis des années. Bien sûr. Effectivement, c'est par analogie à ce qui se passe au niveau aéronautique, en fait, hein, bien sûr. Donc, effectivement, cette boîte noire devrait nous permettre... Alors, il y a aussi tous les aspects respect de la vie privée des gens derrière qui va intervenir, la CNIL, etc., enfin, ou l'équivalent au niveau européen qui est l'article 29. Hein. Donc, il va y avoir des négociations, des discussions autour de tout ça. Mais il va falloir certainement... Alors, il y a l'aspect responsabilité civile. Hein. Donc, est-ce que le constructeur est responsable de l'accident ou est-ce que c'est le conducteur qui est responsable de l'accident? Mais responsabilité vis-à-vis des assurances. Hein. Et les assurances aussi vont certainement prêcher pour avoir une boîte noire et pouvoir être capable d'établir qui est responsable d'un accident, en fait. Hein. Okay. Bon, j'ai promis qu'on prenait une ou deux questions. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Oui, monsieur, je vous passe un micro. On a encore 2-3 minutes. Vous vous présentez, vous êtes... Merci. Bonjour, Gilles Buis, avocat. Est-ce qu'on évolue actuellement rapidement vers une étape de responsabilité du véhicule qui aurait une personnalité morale de façon à pouvoir exercer des recours après contre d'autres responsables? Première question. Deuxième question qui sort un petit peu de mon champ d'application. Est-ce que la réduction de vitesse à 80 km/h fait partie de la stratégie d'évitement? Petit clin d'œil. Gérard. Bon, je ne pense pas que pour l'instant on cherche à donner une responsabilité morale au véhicule. Je pense que c'est surtout le constructeur puisque c'est lui qui décide, même s'il met de l'intelligence artificielle dedans, l'intelligence artificielle elle sera développée en fonction de règles et puis d'algorithmes, etc., donnés par le constructeur aux équipementiers, et c'est le constructeur qui aura la responsabilité morale d'un accident si effectivement on démontre que le véhicule était automatisé au moment de l'accident. Alors les 80 km/h, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, je pense que ça peut, si on arrivait à avoir une sûreté de fonctionnement... Alors la Commission européenne, comme les États membres, ont une cible, c'est-à-dire c'est 0 mort et 0 blessé grave sur les routes en 2050. Alors si on arrive à ça, et si c'est démontré, les limites de vitesse, elles peuvent très bien évoluer. Parce que les 80 km/h, pour moi c'est un peu une supercherie d'ailleurs, les 80 km/h, j'ai pas mal travaillé chez Renault au niveau accidentologie, c'est un faux problème, c'est pas la vitesse. Quelqu'un qui est... pas de politique, hein, dit Gérard. Quelqu'un qui est vigilant, donc quelqu'un qui est vigilant, qui ne prend pas des risques inconsidérés, vigilant, c'est-à-dire qui n'est pas alcoolisé, qui n'est pas drogué, qui n'est pas à moitié endormi, qui ne prend pas des risques inconsidérés de doubler dans un virage ou des choses comme ça, il est capable de conduire à 80 km/h.
sur une route aussi correcte. Hein, si on a une route effectivement déformée, quelque chose comme ça, donc c'est pas une question de vitesse généralisée, le 80 km/h. Bon, ça, pour moi, ça n'a pas de sens. C'est plutôt une facilité. C'est facile de dire, ben, on contrôle la vitesse derrière, ça nous rapporte un peu d'argent, etc. Et puis c'est vrai que plus la vitesse augmente, plus effectivement on Ça risque va d'être tué. éviter des investissements. Mais, Il faut oui. reconnaître que c'est des investissements publics. Donc moins. en fait, on devrait aller plus loin que ça et chercher les causes profondes. Moi, je me rappelle quand je travaillais chez Renault, on avait une approche japonaise qu'on appelait le Kaizen, et il fallait chercher, remonter à cette cause, à la vraie cause en fait. Pourquoi il y a eu un accident? C'est certainement pas une cause c'est pas la vitesse elle-même, c'est parce que la personne était à moitié endormie, parce qu'elle regardait son smartphone, parce que elle avait bu un peu trop d'alcool, etc. Les vraies causes, c'est pas la vitesse, c'est autre chose en fait. Hein. Bien. Bon. Je crois que. Alors, la dernière, hein, parce que. Très vite, parce qu'on est déjà en bordure là. Merci. Madame Chakdar a évoqué les difficultés qu'il y a pour les véhicules de communiquer entre eux, etc., de prendre les bonnes décisions. Moi, je m'interroge par rapport au succès des Google Cars, par exemple, qui ont de très forts succès aux États-Unis. Quelle est la problématique, quelle est la différence, en fait, qui fait qu'en Europe, on a un tel retard par rapport au succès, par exemple, des Google Cars aux États-Unis? On a un vrai retard. Je pense qu'il y a une différence au niveau culture. Les Américains, ils sont assez, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais les Américains sont assez ouverts. Si vous allez à Silicon Valley, ils font, on va tester, il y a une technologie innovante, on va tester et on verra s'il y a accident, un peu ça. Alors en Europe, il faut être sûr avant de tester. C'est bien résumé, Gérard. Non, moi, je pense que c'est du commerce en fait que fait Google. Hein, c'est pas du tout des tests de véhicules automatisés, parce qu'il faut voir comment ils roulent ces Google Cars. Hein. Google Cars, il roule à 25 ou 20 km ou km/h dans des endroits qui sont plus ou moins sécurisés. Ils ne prennent pas de risques en allant rouler sur les petites routes. Surtout aux États-Unis, il n'y a pas beaucoup de petites routes départementales en fait quand même. Hein. C'est souvent des grandes routes, c'est quadrillé, des villes, etc. Donc c'est quand même pas la même topographie de route qu'on a en Europe. Et en plus de ça, il faut voir les conditions. Hein. Nous, on est capable de rouler à 20 km/h. Hein. Il y a d'ailleurs des navettes Esimal, Navia, etc. qui roulent sans arrêt en France et partout à ces vitesses-là. Hein. Et ils choisissent leur route en fait. Et puis Google a quand même eu un certain nombre d'accidents qui ne sont pas de leur faute. Hein. Et ça, il faut le dire, c'est pas de la faute de Google, c'est souvent parce que effectivement, c'est des conducteurs humains qui n'ont pas respecté les règles de conduite. Ils ont eu 1 ou 2 accidents quand même qui étaient de leur faute quand même, hein, Google. Voilà. Mais c'est surtout du On va marketing, pas trancher, c'est tout. mais disons que voilà, on a les arguments de pour et de. Il faut qu'on termine cette session. Je crois qu'on peut applaudir nos 2 invités de nous avoir donné autant d'informations de façon aussi dense. Merci beaucoup et bonne continuité. Nous enchaînons sur la table ronde suivante. Merci.